2 juillet. Le docteur Antoine Pariante est âgé de 37 ans. Il m'a été adressé pour perte de sommeil et pensée obsessionnelle. C'est lui qui a dénoncé l'homme invisible à la police en mai dernier. 2 mois après, sa confrontation avec Sylvain Gerfaud continue de le hanter. Pourquoi êtes-vous allé à Blainville ? Pour travailler. M'isoler et travailler. Évidemment, mon but, c'était de le faire parler. Votre séjour là-bas fait la une des journaux. Un village de la Manche terrorisé par un homme invisible. On se demande s'il ne s'agit pas d'une psychose collective. Ces imbéciles ont failli me lyncher. Tout ce que je voulais, c'était être au calme pour faire le chemin inverse. Trouver le moyen de redevenir visible, quand ça me chante. Après avoir fait ce que je veux en étant invisible, c'est de ça qu'il faut qu'on parle. Mais vous n'avez pas su... Inverser le processus. Non. Je me suis abîmé les yeux à déchiffrer mes propres carnets. Refaire l'expérience à rebours, le plus méticuleusement du monde. Ni mon sang, ni mes terminaisons nerveuses, ni ma peau ne sont redevenus visibles. Indice de réfraction, inchangé. Inchangé. J'en ai brisé 100 tubes à essai contre les murs. Vous avez un peu déraillé, non ? Ces pauvres villageois. Et l'agent de police. Je récitais ce que j'avais lu sur les sites des journaux. Je l'ai tué, celui-là ? Non, juste amoché. Pourquoi ils ne m'ont pas laissé en paix ? Et ce vagabond d'Oleg qui m'a tout pris, mes carnets de recherche, mon argent. Lui, vous avez failli le tuer. La rage. Pariante, vous savez ce que c'est ? Manger de la vache enragée. Je sais ce que c'est. Trimer des années et des années. Tout calculer, tout prévoir. Rêver grand et... Vous n'êtes pas le seul. Pour finir, une espèce de demeuré à qui vous avez fait confiance s'empare de vos biens et d'étale. Le prochain qui essaie de déjouer mes plans, Pariante. Je vous assure, je le broie. Je l'anéantis. Vous dites que cet enregistrement, les confidences de l'homme invisible, vous l'avez remis à la police. Au commissaire Arnaud, oui. Mais j'en ai gardé une copie. Et vous l'écoutez sans cesse, jusqu'à en perdre le sommeil. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous a fait, cet homme invisible ? Vous auriez été à ma place, vous, Pariante. Pourquoi ne laissez-vous pas derrière vous ? Je vois bien que vous me regardez avec envie. Pourquoi ne tournez-vous pas la page ? Toutes ces choses qu'on peut faire, quand on est assuré de l'impunité la plus totale. Cet homme, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Gigès. Comment ? L'anneau de Gigès. Vous connaissez cette fable ? Ça me dit vaguement. Quelqu'un la raconte dans la République de Platon. Racontez-moi. Gigès était un berger au service du roi de Lydie. Un jour, un violent orage le surprend avec son troupeau. Des pluies diluviennes creusent la terre. Un gouffre béant s'ouvre devant lui, révélant une cavité. Saisi d'étonnement, Gigès y descend. Il découvre un cheval de bronze à la poitrine creuse, percé de petites lucarnes. Il se penche à l'intérieur et voit un cadavre d'une taille surpassant celle d'un homme, avec au doigt une bague en or. Gigès s'empare de l'anneau. L'ayant mis à son doigt, il se rend à l'assemblée des bergers qui se tient au palais du roi. Assis avec ses semblables, Gigès s'aperçoit que lorsqu'il tourne le chaton de la bague, les autres parlent de lui comme s'il n'était pas là. Il comprend qu'en tournant le chaton vers lui, il s'est rendu invisible.
Quand il tourne le chaton vers l'extérieur, il redevient visible. Sûr de son fait, Gigès s'introduit dans les appartements du roi. Il séduit la reine, s'assure de sa complicité, tue le roi et monte sur le trône. Je vois. L'intérêt de l'histoire, nous dit le conteur, c'est d'imaginer qu'il y ait 2 bagues du même genre. La première serait passée au doigt d'un homme injuste, la seconde au doigt d'un homme juste. Croyez-vous que le juste se comporterait mieux? Croyez-vous qu'il s'abstiendrait de voler, de violer et de tuer? Bien sûr, puisque c'est injuste. Justement, non. Il ferait comme l'injuste, parce qu'il se sentirait à l'abri des regards et des lois. Son pouvoir en ferait un dieu parmi les hommes. C'est ça, Gerfaut, pour vous? Un dieu? Un dieu, non. Un homme comme les autres. Il a voulu me prendre pour complice. Et vous avez dit non. Ce dont j'ai besoin, Pariante, c'est d'un coéquipier et d'un endroit où me cacher. Avec un associé, avec de la nourriture et du repos, 1000 choses deviennent possibles. Vous regrettez? On peut toujours me courir après. On ne peut pas m'attraper. Quoi? Ma trahison? Je peux m'approcher d'un homme armé jusqu'aux dents, le circonvenir et frapper où je veux. Regrettez-vous de ne pas être invisible? De ne pas avoir fait comme Gigès? Je suis sérieux. Il est temps d'instaurer un règne de terreur. D'assassiner. Pas à tout va, mais des cibles choisies. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas osé. L'invisibilité est pleine de revers. Il suffit de lire les dépositions. Prendre possession d'une ville, Quelle déposition? puis d'une région, Celles des gens qui ont croisé sa route. puis d'un État. Racontez-moi. C'était le mois de janvier et une tempête de neige s'annonçait. Les flocons, en tombant sur lui, pouvaient le trahir. Il était sans abri, sans ressources. Sa première nuit d'homme invisible, où allait-il la passer? Il avait quitté son studio en flammes, puis remonté les boulevards. À l'heure de la fermeture, il se trouvait devant un grand magasin aux couleurs chaudes, aux vitrines étincelantes. Il n'a pas hésité une seconde et s'est glissé dans la porte d'embout. En 20 ans de métier, j'ai jamais vu ça. Quand je suis arrivé à mon PC sécurité, il devait être 9h, c'était le branle-bas de combat dans le magasin. J'ai tout de suite convoqué la vendeuse du rayon maroquinerie. J'ai déjà tout expliqué à mon responsable et au chef de la sécurité. La vidéosurveillance, elle montre bien que je dis vrai. Non? Alors pourquoi il faut que je me répète? Rayon chaussettes et gants. Caméra 6, 21h32. On voit des tiroirs qui s'ouvrent, des boîtes sauter et se renverser dans l'allée. Aucun suspect, aucune silhouette visible à l'image. Une paire de gants en laine d'agneau, une paire de chaussettes en laine d'Écosse. C'est tout ce qui a disparu de mon rayon. On peut pas appeler ça une razzia. Moi, il s'est pas gêné. Il est allé se servir ailleurs. Ah oui, au rayon jouets, il paraît que les nez en carton-pâte manquaient à l'appel. Et aussi des perruques et des masques. C'était peut-être quelqu'un qui se rendait à une fête. Rayon épicerie. Caméra 3. 22h15. Des boîtes de chocolat sortent des étagères et flottent à mi-hauteur. À l'aube, 2 de mes vigiles, Berton et Castan, ont eu affaire à lui. Il devait être 6h50, quelque chose comme ça. En général, c'est l'heure où on arrive, moi et Castan, au rayon lettré. Donc, on avait presque fini le tour de l'étage, quand il y a eu du bruit, quoi, des mouvements. Moi, j'ai braqué ma lampe torche à 10 mètres sur un tas de duvet, et j'ai vu une silhouette qui se redressait. Et d'un coup, tout de suite, elle est sortie du faisceau. Castan l'a vue aussi. Il a pris son talkie et il a prévenu les autres. Et puis bientôt, on était 5 ou 6 à passer l'étage au peigne fin,
avec les rayons de nos lampes qui se croisaient dans tous les sens. Le type, il devait être recroquevillé dans un coin. Il a dû se sentir coincé parce qu'à un moment, on a entendu des pas d'étaler à toute vitesse. Mais des pas étouffés, mat. Comme si le type courait pieds nus. Donc on a braqué nos lampes torches en direction des pas. Et là, on a tous vu la même chose. Le type courait en se déshabillant. Il jetait son manteau, son pantalon, sa chemise derrière lui. Le plus incroyable, c'est qu'on voyait ses habits tomber au sol, mais on voyait ni son dos, ni ses jambes. Sa tête non plus, on la voyait pas. Non, c'est comme s'il s'était évaporé, dissous dans ses habits. Même sur la vidéosurveillance, le gars est nulle part sous ses vêtements. Rayon literie. Caméra 4. 7h12. Quand tous ses habits sont au sol, on ne voit plus le suspect. C'était quoi, ce cambrioleur? Un acrobate? Pour faire des saltos entre les faisceaux des lampes torches? Comme je vous le disais, en 20 ans de métier, j'ai jamais vu ça. Les vendeuses et les vigiles non plus. Quant à notre visiteur nocturne, il court toujours. Vous imaginez sa frustration? Quand Gerfaut entre dans ce grand magasin, il se figure que tout ce que l'argent peut acheter est à sa disposition. Qu'il va pouvoir s'habiller, se nourrir, dormir confortablement et au chaud, sans avoir à débourser un centime. Le lendemain, quand il ressort par la porte-tambour avec l'arrivée des premiers clients, il est toujours aussi nu, sans le sou et exposé au froid. Au moins, il a pu se nourrir. Mais il doit se cacher pour manger. Les aliments restent visibles dans son estomac tant qu'il ne les a pas assimilés. Et il y a d'autres revers, d'autres dangers. Lesquels? La pluie. L'homme invisible, sous la pluie, révèle ses contours humides. Il devient une surface luisante et tremblotante. Un ruissellement humain. Quoi d'autre? Le brouillard. Dans le brouillard, l'homme invisible passe comme une bulle, une silhouette creuse, un fantôme grisâtre. Et puis? La boue et la poussière. Sur les trottoirs sales, dans l'air pollué, sa peau se couvre de particules qui finiront tôt ou tard par le trahir. Mais ce n'est pas ce qu'il a trahi. C'est vous qui Il s'est l'avez... trahi lui-même. En sortant du grand magasin, sous les premiers flocons de neige, il est allé tenter sa chance dans les boutiques miteuses et moins surveillées des faubourgs. Il s'est dit qu'après tout, un vieux costume de théâtre ferait aussi bien l'affaire. Un costume de théâtre? C'est grotesque. Rien n'est vraiment grotesque quand il s'agit de survivre. Ça fait 25 ans que j'ai ma boutique dans ce passage. L'homme invisible pensait échapper cette fois au regard des vigiles. Ah, jamais il m'était arrivé un truc pareil. Mais ce marchand de costumes avait l'oreille si fine qu'elle valait 10 caméras de surveillance. Je revenais de chez Jeannette, avec mon café, mon croissant. J'avais laissé ouvert, et je suppose que c'est là que mon assaillant en a profité pour se faufiler à l'intérieur. J'allais monter à l'étage quand j'ai entendu dans mon dos des tintements de cintre. Les courants d'air font pas de ces tintements, je me suis dit. J'ai balayé du regard toute la boutique, personne. J'ai monté 1-2 marches pour aller manger à l'étage, et un bruit m'a arrêté. J'aurais juré avoir entendu quelqu'un qui éternue, ou qui s'empêche de le faire. J'ai monté les marches à grandes enjambées, et sur la dernière, je me suis arrêté, brusquement, en faisant volte-face. Je suis resté figé, et j'ai eu l'impression bizarre de pas être seul dans cet escalier. J'étais essoufflé, je m'entendais respirer, mais aussi je croyais entendre respirer près de moi. Juste là, sous mes yeux, mais il n'y avait rien. S'il y a quelqu'un dans cette maison, j'ai lancé tout à coup, mais sans finir ma phrase. J'ai sursauté en me voyant dans la psyché.
Quand j'ai entendu une pile d'étoffes se renverser dans la pièce d'à côté, je me suis précipité pour voir. Des rats, ça ne peut être que des rats. Alors j'ai couru de pièce en pièce pour fermer les portes à clé, les claquer une à une. Et juste quand je me croyais bien à l'abri des rats, juste quand je pensais les avoir coincés dans les autres pièces et pouvoir enfin boire mon café, aller mon croissant, boum, il m'a assommé. Mon assaillant, dont je n'ai vu ni le visage ni les mains, m'a assommé avec un tabouret. J'ai dégringolé l'escalier comme un sac de vieilles bottes. D'où l'état où vous me voyez, hématome et compagnie. Son butin, comment voulez-vous que je le sache? Farelli, c'est moi. C'est un millier de costumes, masques et déguisements. Vous voulez que je retourne dans ma boutique et que je fasse un inventaire? Un masque, une perruque, des lunettes noires, des vêtements, une valise, des bandelettes et de l'argent. Tout l'argent qu'il a pu trouver chez le marchand de costumes. Ainsi équipé, l'homme invisible pouvait retourner dans le monde. Et pour y faire quoi? Avec une allure pareille? J'étais devenu un mystère tout emmitouflé. Une caricature d'homme enveloppé dans des bandages. Il ne fait pas envie, votre Gigès. C'est l'eau des défricheurs, des pionniers. Vous vous souvenez de ce qu'en ont fait les médias? L'ennemi public numéro 1. Une traque haletante qui allait forcément culminer en exécution sommaire. Pourquoi, forcément? Parce que j'ai tout fait pour. J'ai tout fait pour que Gerfo disparaisse avec son pouvoir. Son pouvoir qui vous faisait envie? Je crois même, j'en suis pas bien sûr, mais il est possible que ce soit moi qui lui ai donné le coup de grâce. Vous êtes venu à Octeville juste pour me voir? Je suis pas dans l'annuaire. Comment avez-vous trouvé mon adresse? Vous oubliez que j'étais ici, il y a 10 ans. Ici? Vous aviez invité vos amis pour un week-end. Une joyeuse bande d'étudiants en médecine. À l'époque, c'était la maison de vos parents. J'ai aménagé, oui. C'est devenu ma résidence secondaire. Alors vous étiez là? Vous faisiez pas vraiment attention à moi. J'étais juste en 2e année, cornaqué par vous, les externes. Vous m'avez jamais réinvité ensuite. Oh. C'est quoi ces gyrophares là dehors? Oh, il y a un commissariat juste à côté. Comment va votre blessure? Restez pas en robe de chambre. Venez, je vais vous donner des habits. Je faisais tout pour l'éloigner de la fenêtre, mais c'était trop tard. Vous voulez me livrer aux flics? Il avait compris. Sale traître. Le commissaire Arnoux aurait pu être plus discret. Je l'avais appelé de mon fixe en prétextant un coup de fil professionnel. La robe de chambre s'est ouverte brusquement et l'invisible, à l'instant où je me suis rué dans le couloir, était redevenu cette présence menaçante qui est à la fois partout et nulle part. Je suis sorti du salon. Dans le doute, j'ai éteint la lumière. J'étais à l'affût du moindre mouvement, du moindre pas. Pouvait-il m'avoir suivi? Il ne pouvait savoir comment les pièces communiquaient entre elles. À moins qu'il n'ait repéré les lieux à mon insu. Et au moment où je me trouvais à l'abri dans l'angle du couloir, le commissaire est arrivé sur le palier avec ses hommes. Le temps que le commissaire se fasse à l'idée que je n'étais pas en train de m'étrangler tout seul, l'homme invisible se projetait sur lui de tout son poids. Arnoux et ses agents se sont retrouvés au bas des marches, couverts de bleu et stupéfaits d'avoir les jambes, le dos et la tête piétinés par rien. Gerfo était maintenant dans la nature, aussi imprévisible qu'insaisissable.
Arnaud a voulu détendre l'atmosphère. C'est sûr que pour un cambrioleur, être invisible, c'est un avantage comparatif. Alors j'ai consciencieusement noirci le tableau. Gerfo était dangereux, à moitié fou. Mais c'était aussi un malade qu'on devait soigner. Pourtant, je ressentais le besoin obscur d'en faire un homme à abattre. Attendez, c'est loin d'être un simple cambrioleur. Hein. Cet homme est inhumain. J'ai passé des heures à écouter son délire de toute puissance. Il va provoquer la panique. C'est un fou furieux en liberté. Il faut l'arrêter, c'est clair. Mais comment ? Il parle de semer la terreur. Un règne de terreur. Ce sont ses mots. Je vous dis qu'il n'est plus humain. La traque doit commencer dans tout le pays. Maintenant. Connu sous le nom de Sylvain Gerfo, l'homme est décrit comme particulièrement dangereux. À l'heure actuelle, toutes les forces de police sont mobilisées pour le mettre hors d'état de nuire. Le plus merveilleux, c'est que les journalistes m'ont emboîté le pas. La traque se poursuit dans le département de la Manche. Une chasse à l'homme. C'est assez palpitant en soi. La garnison a été appelée en renfort. Mais quand en plus, il s'agit d'un homme invisible. Les contrôles se multiplient dans les gares, à l'intérieur du triangle Saint-Lô, Coutances, Cherbourg-en-Cotentin. Les portes de toutes les écoles ont fermé à 15h. Les enfants, ramenés à la maison, souvent dans un état de grande panique. Tandis que des battues ont commencé dans un rayon de 30 km à l'intérieur des terres autour de Cherbourg-Octeville. Confortablement installé devant mon ordinateur, je pouvais suivre heure par heure la dérive de Gerfo depuis qu'il nous avait faussé compagnie. Ce message annonce le premier jour de la terreur. En ce jour, moi, invisible premier, je ferai un exemple. De quoi impressionner mon peuple. La traque lui avait enlevé le peu de raison qui lui restait. La mort, l'invisible mort approche. La mort, l'invisible mort approche. Avant minuit. Avant minuit, elle toquera à la porte de Pariante. Il a toqué à votre porte ? Un peu plus que toqué. Il était près de minuit. J'avais prévenu le commissaire Arnaud. Ces hommes encerclaient mon domicile. Gerfo a reçu une balle. Il a abandonné sa hache et fui en courant. Mais le sang qu'il perdait a fini par le trahir. Son sang ? Je croyais qu'elle était invisible. Il l'est, jusqu'à ce qu'il coagule. Oh ! Je vous l'ai dit, l'invisibilité est pleine de déboires. Et ensuite, vous me disiez que vous lui aviez donné le coup de grâce. Je l'ai poursuivi avec d'autres dans les rues d'Octeville. Ce fut une exécution. Moi, enragé, comme meneur. Et la meute excitée des policiers et des badauds qui suivaient la piste du sang. Il a heurté un passant et trébuché. Des mains ont empoigné, déchiré le vide, avant de trouver l'invisible. J'étais dans la mêlée qui s'est formée autour de lui. Des coups de pied féroces étaient donnés gratuitement, sans rien voir de celui qui les recevait. Sous la masse qui l'écrasait, je l'ai entendu supplier. Je peux pas. J'ai tâté l'endroit où devait être son cœur. Il battait plus. Quelques secondes se sont écoulées. Et l'homme invisible a cessé de l'être. Sa main, d'abord. Brumeuse, transparente, comme si elle était en verre. Ses veines, ses cartilages, ses nerfs dessinaient peu à peu une main étendue, sans force. Et de la même manière, gagnant peu à peu tous ses membres jusqu'à ses organes vitaux, la métamorphose s'est poursuivie. On aurait dit la lente diffusion d'un poison. Quand la chair et la peau, de faibles brouillards, sont passés à l'état de substance solide, on a pu distinguer sa poitrine meurtrie et les contours incertains de son visage tuméfié. Au sol, gisait nu et pitoyable le corps mutilé d'un jeune homme de 30 ans. Sa barbe et ses cheveux étaient blancs,
Non pas blanchi par l'âge, mais blanc de la blancheur des albinos. Ses yeux étaient rouges comme des grenats, ses poings crispés, ses yeux écarquillés, son expression pleine de colère et d'effroi. Couvrez son visage. Couvrez son visage, me semble. Quand ils ont étendu un drap sur son corps, certaines de ses paroles me sont revenues. Vous en auriez fait autant, Pariante. Je les réécoute sans cesse sur mon dictaphone. Secret, pouvoir, liberté. Et depuis, c'est comme si Gigès revenait chaque nuit troubler mon sommeil. Tout ce que l'invisibilité peut offrir à un homme. Bien. On va s'arrêter là. Vous pensez que je dois revenir consulter? Oh oui. Au moins 2 fois par semaine. Vous n'en avez pas fini avec l'homme invisible. Au fait, ces carnets de recherche, où sont-ils? Entre les mains d'Oleg, je suppose. Des notes de labo, codées et indéchiffrables, conservées par un vagabond. Le secret de l'invisibilité n'est pas près d'être découvert. Qui sait? Merci, Dr Bauder. Ne me remerciez pas. Remerciez Gerfaux. Tout le monde n'a pas la chance de rencontrer sa psyché dans un miroir.